Bonjour, je vous propose de commencer la présentation. Donc tout d'abord, merci de participer à ce webinaire consacré à la présentation des résultats de notre étude sur les emballages responsables et la perception des Français. Nous allons faire un focus sur l'entretien de la maison, ce qui veut dire que tous les résultats qui seront présentés seront uniquement des résultats, alors soit agrégés, soit détaillés, mais en lien avec cet univers. Donc pour les catégories que nous avons étudiées, il s'agit des nettoyants ménagers, des lessives et des produits vaisselle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ferai quelques temps de pause pour vous permettre de les formuler. Et si je n'ai pas le temps d'y répondre, ou si je ne peux pas y répondre parce que cela relève d'autres compétences, eh bien je vous mettrai en relation avec les personnes adéquates. Alors, c'est une étude qui est complètement inédite, hein. Alors, pour deux raisons. Par sa méthodologie, parce que c'est la première fois que nous interrogeons les consommateurs en situation d'achat en magasin pour ce type de problématique, puisque nous avons déjà conduit des études sur la perception de l'emballage d'un point de vue de l'éco-conception par les consommateurs, mais plutôt online. Donc cette fois-ci, nous sommes en magasin en situation d'achat. C'est aussi une étude inédite parce que, par son ampleur, puisque nous avons étudié 34 catégories de produits. Comme il nous faut à minima 80 personnes interrogées pour que les résultats soient solides, eh bien, ça nous fait un très gros échantillon final avec 2700 consommateurs interrogés. Donc c'est une étude qui a été réalisée dans les circuits hypermarchés, supermarchés. Nous ne sommes pas allés dans le hard discount parce que c'est assez compliqué d'y rentrer. Et nous avons couvert les principales enseignes avec une dimension un peu centre-ville. Comme vous pouvez voir, nous sommes allés dans des Carrefour Market et dans des Monoprix. Et l'enquête a eu lieu sur toute la France. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si vous pouviez le couper, s'il vous plaît. Merci. En termes de méthodologie, donc nous nous sommes adjoints les services d'un des leaders du marché qui est Action Plus, et méthodologie très classique avec tout d'abord une phase exploratoire, 20 entretiens d'1h30 pour tester la place des emballages dans le quotidien des consommateurs, voir si ce consommateur avait des croyances, avait des ressentis en matière d'emballage, et puis quel langage il parle. C'est-à-dire qu'on a évidemment on a un consommateur qui va jamais parler d'éco-conception, mais qui va plutôt évoquer des emballages qui sont bons pour la planète, respectueux de l'environnement, bons pour l'environnement. Et donc, évidemment, c'est un langage que nous avons ensuite appliqué pour le cœur de l'étude, qui est la phase quantitative. Alors, pour ce cœur de l'étude, nous avons conduit un terrain en 2 temps. D'abord entre avril-mai, et puis nous avons rajouté des catégories en octobre. Alors c'est un questionnaire de 15 à 25 minutes. Alors pourquoi est-ce que, ce qui est une durée quand même conséquente pour un questionnaire en situation d'achat. Le principe, c'est qu'un enquêteur, une fois que la personne a mis un produit dans son caddie, il considère que l'achat a été effectué, et à ce moment-là, il demande à la personne de participer à l'enquête. Donc imaginez 15 à 25 minutes en rayon, c'est relativement long, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de l'étude, avec cette durée variable en raison d'une exploration différente des enjeux liés à l'éco-conception par catégorie. C'est-à-dire que nous avions un tronc commun et puis des questions spécifiques. Lorsqu'il y avait beaucoup de questions, eh bien le questionnaire s'allongeait. Pour le tronc commun, nous n'avons pas choisi de commencer directement sur le sujet de l'emballage, mais plutôt sur les critères d'achat, qui était une forme d'introduction. Et ensuite, nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec les critères de l'emballage respectueux de l'environnement. Donc on a posé la question de manière générale par rapport aux produits achetés, et puis en rayon. Et pour cela, nous avons eu un parti pris très fort, c'est-à-dire que nous avons choisi de ne pas influencer les réponses du consommateur. Donc nous avons posé des questions ouvertes sur ce sujet. Nous nous sommes dit que, quitte à ce que ce soit déceptif, nous voulions vraiment savoir de quoi allait nous parler le consommateur lorsqu'on lui parle d'un critère d'un emballage qui respecte l'environnement.
Ensuite, nous avons testé un certain nombre d'allégations pour savoir lesquelles étaient les plus convaincantes d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue de l'incitation à l'achat. Et nous avons demandé au consommateur s'il avait constaté des évolutions pour les emballages, savoir si, de son point de vue, ceci prenait en compte la dimension environnementale. Donc, je vous propose de passer directement aux grands résultats de l'étude. Alors tout d'abord, quels sont les critères d'un emballage respectueux de l'environnement? Et en guise d'introduction, il est intéressant de savoir de quoi nous parle le consommateur. C'est-à-dire que lorsqu'il va nous parler d'un emballage, lui, il va évoquer ce qu'il voit. Donc, par exemple, lorsqu'on a des produits vaisselle ou des lessives avec des monodoses, par exemple, eh bien, ce que va évoquer le consommateur, lui, c'est ce qu'il va voir, c'est-à-dire c'est l'emballage extérieur. Dans la plupart des cas, il ne veut pas voir l'emballage intérieur, il ne va pas forcément y penser lorsque il va évoquer l'emballage. Alors ça, c'est une tendance que nous avons sur l'ensemble de l'étude. Ici, vous voyez que pour les 3 catégories, eh bien, c'est vraiment l'emballage extérieur qui compte. Ensuite, nous avons quelques différences pour des catégories où on a beaucoup de multi-emballages, comme par exemple les biscuits secs. Mais dans tous les cas, on a quand même un consommateur qui est très focusé sur l'emballage extérieur. Alors ensuite, vous allez nous dire que peut-être nous avons enfoncé des portes ouvertes avec cette question. Quelle couleur associez-vous spontanément à un produit qui respecte le mieux l'environnement? Alors en effet, la réponse peut paraître évidente, mais nous voulions quand même le vérifier. Et c'est le vert qui est la couleur vraiment qui évoque le respect de l'environnement, suivi du transparent pour les lessives. Et c'est une particularité de cette catégorie. Il y en a quelques-unes pour lesquelles le transparent est important, pour des questions notamment aussi d'évocation de naturalité. Pour les produits vaisselle, on a également le vert et le transparent. Et pour les nettoyants ménagers, on a toujours le vert et le blanc en seconde position. Alors on a aussi un consommateur qui est influencé aussi parce qu'il voit en rayon hein, lorsqu'il évoque ces couleurs-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il veut des emballages tout verts, mais dès lors qu'on évoque l'environnement, qu'il y a des mentions, il s'attend à trouver la couleur verte. Bon, ça c'est valable sur l'ensemble de l'étude. Hein. La moyenne c'est 73% pour les 34 catégories. Donc le vert, il n'y a aucune catégorie pour lesquelles cette couleur n'est pas dominante. Alors ensuite, par rapport à cette question phare, qu'est-ce qu'un emballage qui respecte le mieux l'environnement? Donc je rappelle que c'est une question qui est complètement ouverte, donc on a laissé répondre le consommateur. Eh bien le premier critère, le premier atout environnemental d'un emballage, pour lui c'est sa recyclabilité à 60%, ce qui est un pourcentage qui est relativement élevé, hein, étant donné que nous sommes toujours en question ouverte. Donc ça veut dire que vous avez 6 consommateurs sur 10 qui spontanément vont vous parler de recyclabilité pour vos catégories de produits. Le second critère ensuite, c'est d'avoir un emballage qui est biodégradable. Nous allons revenir hein, sur ces différentes notions, donc dans des proportions 2 fois moindres. Et puis ensuite, nous sommes sur le matériau, avec l'emballage en papier carton. Le fait aussi d'avoir peu d'emballage, alors dans des proportions moindres, hein, mais nous allons voir quand même qu'il s'agit d'une tendance et d'un signal qui est important et qui est donné aux entreprises par le consommateur. Et puis nous avons l'emballage en plastique. Alors là aussi, nous allons revenir sur la perception du plastique qui est assez complexe. Hein. Et enfin, nous allons aborder la question de l'emballage en verre à hauteur de 11%. Ensuite, c'est le fait d'avoir soit un emballage végétal, soit un emballage marqué d'origine végétale. Et là aussi, nous allons revenir sur ces notions. Et nous retrouvons ce signal d'avoir peu d'emballage ou des produits en vrac. Alors la question par rapport aux différentes catégories de produits étant la même, eh bien on retrouve toujours le critère de recyclabilité en première position. Il est notamment plus important pour les lessives, sachant que sur l'ensemble de l'étude, la recyclabilité est citée à hauteur de 63% par les consommateurs.
Donc on retrouve le critère de biodégradabilité, mais beaucoup dans des proportions vraiment moindres. Et puis en troisième position, on a papier carton et fait à partir de matériaux recyclés. Là aussi, nous allons revenir sur cette notion. Pour les produits vaisselle aussi, on retrouve la recyclabilité, la biodégradabilité, le papier carton. Et puis pour les nettoyants ménagers, idem, on retrouve le critère de recyclabilité avec en second le critère papier carton et en troisième la biodégradabilité. Alors, il s'agit de savoir aussi si, lorsqu'on a un consommateur qui nous parle de recyclabilité, s'il connaît cette notion et s'il sait de quoi il parle. Donc, nous avions creusé ces dimensions-là dans le cadre de l'étude qualitative. Et donc, on peut dire qu'on a une notion de recyclabilité qui est plutôt bien appréhendée par le consommateur. Alors, il va vous parler avec ses mots à lui, mais il a bien cette notion de seconde vie des emballages dans ce qu'il évoque. Recyclable, on va à partir des bouteilles plastiques, on va faire des pullons polaires. Le verre revient au verre, papier carton. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut en faire autre chose. Il n'y a pas de perte. Ça ne va pas arriver sur une île avec des montagnes de déchets. On peut les recycler. C'est la transformation. On peut refaire quelque chose. Donc voilà, on a quand même un consommateur qui à la fois évoque la recyclabilité, mais aussi connaît c'est bien cette notion, même si, encore une fois, c'est avec ses mots à lui. Alors, on a un consommateur qui est cohérent aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on lui demande quelles mentions sont symboles d'un emballage qui est respectueux de l'environnement, eh bien, il évoque aussi les mentions liées à la recyclabilité, avec un emballage 100% recyclable et emballage recyclable qui sont cités dans des proportions très importantes. On va aussi revenir sur l'emballage fait à partir de matériaux recyclés. Alors ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on a testé le critère bio. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a quand même beaucoup, dans la perception du consommateur, c'est beaucoup un couple produit-emballage, souvent. Et donc, on a vu dans le cadre de l'étude qualitative que finalement, on a des consommateurs qui considéraient qu'un produit bio devait de toute façon être conditionné dans un emballage qui était respectueux de l'environnement. En fait, on a un consommateur qui ne conçoit pas d'avoir des emballages non respectueux dès lors qu'on a du bio à l'intérieur. Alors, catégorie par catégorie, on a le critère d'emballage 100% recyclable et l'emballage recyclable qui est cité par tous les consommateurs dans le domaine des lessives, et ensuite c'est la mention fait à partir de matériaux recyclés. Le 100% recyclable suivi du biodégradable pour les produits vaisselle, et enfin l'emballage 100% biodégradable et l'emballage 100% recyclable pour les nettoyants ménagers. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire forcément qu'on a un consommateur qui a raison, mais toujours est-il que lui, étant donné qu'il évoque aussi la recyclabilité comme critère, il s'attend à ce qu'il y ait une mention qui soit relative à la recyclabilité des emballages. On va revenir aussi sur d'autres notions qui sont intéressantes, des résultats qui sont intéressants par rapport à ces mentions-là. Donc, je vous parlais tout à l'heure des questions de biodégradabilité. L'emballage biodégradable et l'emballage 100% biodégradable est mentionné par 9 consommateurs sur 10 comme étant des allégations qui signifient qu'on a un emballage qui respecte l'environnement. Et puis, vous avez vu que c'était le second critère évoqué par les consommateurs d'un emballage respectueux de l'environnement. Alors, on a vu dans l'étude qualitative qu'on a un consommateur qui sait à peu près ce que ça veut dire, un emballage biodégradable. Le seul souci, c'est ce qu'il y met derrière aussi. C'est-à-dire qu'on a des évocations qui laissent penser qu'il y a un effet un peu magique avec, voilà, on laisse tomber, il va se décomposer de telle sorte qu'il ne va pas laisser une trace dans la nature. Donc on suppose qu'il pourrait y avoir quand même eh bien des incivilités qui seraient liées à une mention, et je dis bien mention, pas nature de l'emballage, autour de la biodégradabilité. Donc d'ailleurs, côté Citeo, on déconseille d'utiliser cette mention parce que vraiment, d'abord, ça ne dit pas où est-ce qu'il faut mettre l'emballage, mais surtout, on a beaucoup d'attentes des consommateurs d'avoir cet effet un peu magique, je le laisse dans la nature et ça disparaît. Sachant qu'on a quand même pu vérifier dans le cadre de la phase qualitative que le consommateur ne savait pas si l'emballage se dégradait en 2 heures, 2 jours, 2 mois, 2 ans, il n'en a
Aucune idée. Pour lui, ce qui est important, c'est que ça disparaît dans la nature. Donc attention à cette mention. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale. Vous avez vu que c'était un critère pour les consommateurs d'un emballage qui était respectueux de l'environnement, cité par un consommateur sur 10. C'est aussi une mention qui lui parle aux consommateurs, puisque ils sont près de 9 sur 10 à dire que cette allégation signifie que l'emballage est respectueux de l'environnement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'emballage d'origine biosourcée, qui peut être aussi un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale, est seulement plébiscité par un consommateur sur 10. Donc on a vraiment un gros effritement du résultat, tout simplement parce qu'on a un consommateur qui ne sait pas vraiment ce que ça veut dire le biosourcé. Il n'est pas mûr encore pour l'emploi de cette mention. On a testé notamment cette mention biosourcée avec une bouteille d'eau minérale sur lesquelles elle était apposée, donc ce qui était peut-être encore plus confusant pour le consommateur. Et voilà ce que nous avons eu comme évocation. Ça veut dire quoi biosourcé? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît positif. Ça veut dire que le plastique il est bio. Je savais pas que l'eau pouvait être bio, car si les autres eaux ne sont pas bio, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que ça vient de source? Donc on a vraiment une confusion du consommateur vis-à-vis de cette notion. Donc attention à l'emploi du terme biosourcé. Les matériaux d'origine végétale parlent plus aux consommateurs. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que la certification FSC-PEFC, qui signifie qu'une forêt est gérée durablement, eh bien, elle ne parle qu'à 27% des consommateurs. Sachant qu'en plus, là, nous avons testé des allégations, nous n'avons pas testé la signification de ces allégations pour le consommateur. Mais voilà, donc ce qui veut dire qu'on a un consommateur qui maîtrise ici assez peu de notions environnementales et qu'après 20 ans d'environnement, eh bien, il y a encore beaucoup d'éducation et de pédagogie à faire autour de ces termes-là et qu'il faut lui parler en des termes clairs et qu'il connaît. Un autre élément intéressant, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la notion d'intégration de matériaux recyclés. Eh bien, on a un consommateur pour qui eh bien, ça parle. On en a 9 sur 10 qui vous disent que pour eux, cette mention-là signifie que l'emballage respecte l'environnement. Mais avec des interrogations quand même. C'est-à-dire que il y en a qui se demandent si l'emballage avec des matériaux recyclés peuvent être recyclés. Donc il y a et ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans le cadre d'autres études. Il y a souvent des interrogations autour de cette notion-là. Entre le recyclable et le recyclé, on a un consommateur qui n'est pas toujours clair. Le recyclable, pour lui, il va aussi faire un geste de tri derrière. L'intégration de matériaux recyclés, c'est très bien, mais quoi derrière? Donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir d'ailleurs cette étude-là d'un ou 2 ans, avec la montée de l'intégration des matériaux recyclés. Mais dans tous les cas, on a un consommateur qui ne va pas forcément citer spontanément les matériaux recyclés, comme l'intégration de matériaux recyclés, comme étant le critère d'un emballage qui respecte l'environnement. Alors, ce n'est pas du tout spécifique à vos catégories. Et puis, il y en a une qui se distingue des autres, vous allez voir. Mais c'est le reflet aussi de l'ensemble de l'étude. Sur l'ensemble de l'étude, on a 7% des consommateurs qui spontanément vont nous évoquer l'intégration de matériaux recyclés. Alors, je vous disais qu'il y avait une catégorie qui était un peu à part, et bien c'est la catégorie des lessives, où l'intégration de matériaux recyclés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est quand même le 3e critère d'un emballage qui respecte l'environnement. Donc il y a une sensibilité plus forte dans cette catégorie-là autour de l'intégration de matériaux recyclés, sachant que pour les 2 autres catégories, c'est 3 et 4%. Donc vous voyez, on a vraiment, c'est un résultat qui est vraiment tiré par la catégorie des lessives. Une des seules autres catégories pour lesquelles ce critère est important et là où nous obtenons le plus fort pourcentage, ça n'est pas dans l'univers dans l'entretien de la maison, c'est dans les eaux, où le critère d'intégration de matériaux recyclés est cité par un consommateur sur 3, et il s'agit du 3e critère. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de communication sur le sujet autour de cette notion. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions ? Donc je poursuis. Donc, quant aux matériaux,
nous allons analyser quelle est la perception du consommateur. Donc vous avez vu tout à l'heure que l'emballage est en papier carton et l'emballage est en verre, eh bien recueille une adhésion des consommateurs. Sachant que l'emballage est en verre, vous voyez que les proportions sont beaucoup plus faibles, mais dans vos catégories, il y a quand même assez peu d'emballage en verre. Ceci expliquant cela. Est-ce que la personne qui est arrivée pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, on a quand même une évocation très positive et ça se retrouve dans toutes les catégories étudiées du papier carton et du verre, notamment pour les propriétés de recyclabilité. On a un consommateur qui vraiment a une opinion extrêmement positive de ces matériaux. Alors, on va voir que ce n'est pas la même chose pour le plastique et pour le métal de façon un petit peu plus étonnante. Donc pour eux, pour ces deux matériaux, les opinions sont très divisées. Il y en a qui pensent que tous les plastiques sont recyclables. Il y en a qui pensent que il y en a aucun qui est recyclable. Il y en a qui pensent qu'il y a une partie des emballages plastiques qui sont recyclables et pas les autres. Et là, on pourrait se dire que ces consommateurs-là sont plus avertis. Mais attention, ces consommateurs-là vont souvent évoquer les emballages souples comme étant mieux recyclables que les emballages rigides. Donc là, il y a beaucoup de croyances aussi autour de la recyclabilité des plastiques, parce que vont vous dire, ben, de toute façon, c'est fin, ça se fond facilement. Donc voilà, donc un emballage souple va mieux se recycler qu'un emballage recyclable. Quand c'est épais comme ça, moi je pense que ça ne va pas se recycler. Donc ça va souvent à l'encontre des réalités industrielles. Bon, puis vous avez des consommateurs qui n'osent pas se prononcer sur le plastique. On va revenir un petit peu dans le détail sur cette perception-là. De manière plus étonnante, parce que nous avons quand même des emballages qui sont dans les consignes de tri. Tous les emballages sont historiquement dans les consignes de tri pour le métal, même si c'est un matériau qui vous concerne moins. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a aussi des opinions divisées avec des consommateurs qui, pour certains, pensent que le métal c'est pas bon, ça ne se recycle pas. Et là, pour vous dire, on a présenté ça à des entreprises qui avaient des emballages en métal. Donc ils ont commencé à poser des mentions recyclables à l'infini, enfin pour rassurer le consommateur, parce qu'on voit bien que là aussi, il y a une pédagogie à faire autour de la recyclabilité de ces matériaux. Donc nous allons aller plus loin avec d'autres résultats autour des matériaux. Donc nous avons demandé aux consommateurs si l'emballage du produit qu'ils venaient d'acheter, donc là nous sommes toutes catégories confondues de l'entretien de la maison, donc lessive, nettoyants ménagers et produits vaisselle, donc si cet emballage respectait l'environnement. Et là nous avons des résultats qui sont un peu mitigés, même très mitigés. On a du 50-50 avec une petite tendance vers la perception négative. Et voyez que lorsqu'on a une opinion positive, on a le côté recyclable. C'est marqué recyclable. Alors ça ne veut pas toujours dire que c'est marqué recyclable pour le consommateur. On a pu voir dans le cadre de cette étude-là qu'il était relativement perdu au niveau des logos. Donc si ça se trouve, c'est pas forcément marqué. Ça peut être d'autres logos qui prend comme étant symbole de la recyclabilité. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ce caractère recyclable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi ceux qui pensent que l'emballage est respectueux de l'environnement, il y a ceux qui pensent que parce que l'emballage est en plastique. Donc très probablement lié aux critères de recyclabilité. Et puis ensuite, on retrouve le papier carton. Et parmi ceux qui estiment que les emballages ne respectent pas l'environnement, eh bien on retrouve aussi le plastique. Donc vous voyez, on a des perceptions qui sont divisées. Vous allez voir que c'est beaucoup plus important dans une catégorie, je maintiens le suspense, où on a vraiment ces opinions divisées, c'est plus tranché dans d'autres catégories. Le côté, ce n'est pas marqué recyclable. Et vous voyez, on retrouve les logos, labels, le dessin. C'est un peu spécifique à vos catégories. On a des attentes par rapport à ça dans le domaine de l'entretien de la maison. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait un consommateur qui parfois avait des doutes sur la recyclabilité lorsqu'on avait un plastique épais, vous voyez, on a, même si c'est dans des proportions beaucoup moindres, une évocation du fait que le plastique a l'air très dur. Et donc si c'est très dur, eh bien ça ne se recycle pas pour le consommateur. Pour poursuivre sur les différentes catégories, donc vous voyez que c'est dans la catégorie des lessives qu'on a une perception plus positive de l'emballage du produit acheté. Et là, nous allons voir pourquoi. Alors, lorsque l'emballage respecte l'environnement, dans le domaine dans la catégorie des lessives, c'est
pour des questions de recyclabilité vraiment avant tout. Et ensuite l'emballage en papier carton. Et voyez que là, on n'a pas forcément d'opinion divisée sur le côté plastique, hein, puisque l'emballage est en plastique, on le retrouve uniquement sur la perception négative et le fait que ça ne se recycle pas. Et encore, à nouveau, le plastique a l'air très dur. Pour la catégorie des produits vaisselle, eh bien c'est le fait d'avoir du papier carton. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait des consommateurs qui avaient une opinion extrêmement positive. Donc ça se retrouve dans ce résultat où on retrouve aussi la recyclabilité. Et puis dans ceux qui ont répondu non, eh bien ils ne trouvent pas le logo qui mentionnerait cette recyclabilité ou le fait que ça respecte l'environnement. Et on retrouve aussi à nouveau le côté plastique de l'emballage. Pour les nettoyants ménagers, eh bien c'est la catégorie pour laquelle on a des opinions qui sont beaucoup plus divisées au sujet du plastique. Vous voyez, ceux qui estiment que l'emballage respecte l'environnement, eh bien ils sont quand même 7 sur 10 parmi ceux-là à vous dire que c'est parce que l'emballage est en plastique. Et pour le côté recyclable. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le rôle de la marque. C'est pas, on ne le voit pas dans toutes les catégories, mais on a des consommateurs qui, là, visiblement pour les nettoyants pour les sols, une partie des consommateurs qui va faire confiance à la marque pour, si je peux m'exprimer ainsi, avoir fait le job et que l'emballage finalement respecte l'environnement. On retrouve en tendance, on a aussi réalisé une étude sur l'emballage dans le domaine du luxe où c'est assez marqué. On a beaucoup d'attentes des consommateurs vis-à-vis des entreprises. Alors parmi ceux qui estiment que l'emballage n'est pas respectueux de l'environnement, vous voyez, on retrouve aussi le côté plastique. Donc les nettoyants ménagers, on a des opinions qui sont très divisées sur le plastique par rapport aux deux autres catégories que sont les lessives et le liquide vaisselle. Alors, on a voulu positionner un peu justement toutes ces catégories pour analyser la diversité des situations par rapport à la perception plastique. Et donc, vous allez avoir sur cette matrice les 34 catégories de produits que nous avons testés dans le cadre de cette étude-là. Avec en abscisse la réponse non à la question « Direz-vous que l'emballage du produit que vous venez d'acheter respecte l'environnement ?» Cela veut dire que plus vous allez vers la droite et moins l'emballage respecte l'environnement. Et puis, vous avez en ordonnée le pourcentage de personnes qui ont dit non en raison du caractère plastique de l'emballage. Donc plus vous allez vers le haut et plus vous avez un enjeu sur la perception du plastique. Donc ici, vous avez toutes les catégories qu'ils ont positionnées. Donc plus vous êtes en haut à droite, plus l'enjeu de perception sous plastique est fort, et en bas à gauche, vous avez un enjeu qui est très faible. Alors sans trop de surprise, on retrouve des catégories des alcools où on a du verre notamment, donc évidemment ça dépend, pas seulement, hein, mais du mix matériaux. Et ici, ce sont les nettoyants ménagers pour lesquels on a un enjeu de perception important, et dans une moindre mesure, lessive et vaisselle, bien et machines. Donc c'est vraiment sur les nettoyants ménagers que l'enjeu est plus important. Alors l'image du plastique n'est pas forcément si simple à appréhender. Et là, on a deux exemples qui ne sont pas dans vos catégories, mais qui montrent que, par exemple, le critère de recyclabilité n'est pas uniquement le facteur qui va influencer positivement l'image du consommateur. Et là, nous sommes dans la catégorie des eaux, les eaux où on a la quasi-totalité des consommateurs qui connaissent la consigne de tri. Ça ne veut pas dire que la quasi-totalité des consommateurs fait le geste, hein, loin de là, parce que c'est toujours pareil, lorsqu'on est sur du comportemental, entre je sais et je fais, il y a toujours une différence. Mais toujours est-il que les consommateurs connaissent la consigne de tri, donc ils savent que l'emballage est trié, qu'il est recyclé, mais pour autant, il n'y a que 43% des consommateurs qui ont une perception positive. Idem pour le lait. La quasi-totalité des consommateurs connaissent la consigne, mais ils ne sont que 1 sur 2 à avoir une perception positive. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu d'image du plastique qui va au-delà des propriétés de recyclabilité. Alors, nous avons. Est-ce que vous avez, avant de passer au chapitre suivant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces résultats? Donc je poursuis.
Sur la réduction des emballages, on voit qu'il y a un enjeu. Même si cela peut vous paraître un signal faible, lorsqu'on décortique les résultats catégorie par catégorie dans le cadre de cette étude, on voit que ce signal faible est quand même important, notamment dans les catégories où il y a du multi-emballage. Il y a une demande pour avoir moins d'emballage de la part des consommateurs ou d'avoir du vrac. Avec des différences suivant les catégories. Le fait d'avoir peu d'emballage, c'est le 4e critère pour les lessives, à hauteur de 14%. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même un quart des consommateurs, des acheteurs de nettoyants ménagers, qui vont citer ce critère-là comme étant le critère d'un emballage qui respecte l'environnement. Donc on a une plus forte sensibilité côté nettoyant ménager. De même pour le fait de ne pas avoir d'emballage ou d'avoir des emballages en vrac. Alors, pas trop ce que ça représente pour les nettoyants ménagers, mais toujours est-il que, encore une fois, le consommateur s'exprime avec ses mots, hein, mais on voit aussi qu'il y a une sensibilité plus importante dans la catégorie des nettoyants ménagers autour de cet enjeu. Et c'est ce que nous allons voir, puisque nous avons posé la question, donc les consommateurs sont face au rayon, hein, de savoir, parmi l'ensemble des produits qu'ils voient, quels sont ceux dont l'emballage respecte le mieux l'environnement. Alors, je vais répondre, il y a une question qui a été posée, je vais répondre à la fin si vous voulez bien, parce que c'est un sujet qui est assez global. Donc concernant les emballages qui respectent le mieux l'environnement en rayon pour le consommateur, sur les lessives, eh bien on a beaucoup de lessives vertes qui sont citées par le consommateur. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il cite les produits qui désignent. Alors ici, vous n'avez pas la totalité des produits qui sont désignés par le consommateur, parce que vous avez 14% pour un Reinette ou pour une maison verte, mais ensuite les résultats s'effritent et donc sont moins significatifs. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une dispersion des résultats, pas que le consommateur est incapable de citer un produit ou un emballage, mais voilà, c'est l'explication. Et là, vous voyez que pour les lessives, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'emballage ou que ce soit une recharge. La recharge pour le consommateur est vraiment une demande de sa part est toujours citée comme étant voilà, significative d'un produit qui est respectueux de l'environnement. Je fais un petit aparté, on est toujours dans le non-alimentaire mais pas sur une des catégories qui vous concernent. Il se trouve que dans les gels douche, le produit qui est cité mais dans des proportions extrêmement importante par 2/3 des consommateurs, c'est le produit, c'est la recharge Sanex, parce que c'est une recharge. Donc vous voyez qu'il y a une forte sensibilité du consommateur par rapport à ce type de conditionnement. Concernant le liquide vaisselle, on est moins sur des côtés petit emballage ou moins d'emballage, on est plutôt sur des produits verts qui ont l'air naturels et authentiques. Et puis enfin, pour les nettoyants ménagers, eh bien, on retrouve quand même le critère d'avoir un petit emballage et on a des consommateurs qui vont plébisciter le papier carton pour ce type d'emballage. Donc un signal qui est faible, mais quand même qui répond, enfin pour lesquels on a des consommateurs qui ont des attentes. Alors, autre résultat, on a demandé au consommateur s'il avait un emballage qui lui plaisait. Globalement, et on a plutôt des réponses positives. On est un petit peu en retrait par rapport à la moyenne sur ceux qui vont vous répondre oui tout à fait, parce que en moyenne on est plutôt sur du 35%, donc des emballages qui plaisent un petit peu moins, et parmi vos différentes catégories, eh bien ce sont les emballages de produits vaisselle qui plaisent le plus. Alors la question c'est de savoir finalement quelles sont les caractéristiques qui sont plébiscitées par le consommateur lorsqu'il vous parle d'emballage, à quoi est-ce qu'il s'attend et qu'est-ce qu'il va demander d'un emballage. Eh bien, ce sont des critères notamment de fonctionnalité et aussi de respect de l'environnement. Et ça, c'est
intéressant de mentionner que pour les catégories d'entretien à la maison, c'est plus important que pour d'autres catégories. Dans tous les cas, on a une demande pour avoir des emballages qui soient pratiques. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cadre de l'étude qualitative. On a vraiment des consommateurs qui sont très attentifs à leur confort et qui vont privilégier des emballages aussi qui leur permettent d'avoir ce confort d'utilisation. Donc une facilité d'ouverture, le fait que ça soit pratique à doser. Il y a aussi pas mal de flacons pompes dans cet univers. Et enfin, le fait d'avoir un emballage qui est bon pour l'environnement. Alors, qu'est-ce que cela donne catégorie par catégorie? Pour les lessives, on a des emballages qui sont faciles à ouvrir, donc cités par un tiers des consommateurs, et pratiques à doser, avant d'être des emballages qui soient bons pour l'environnement. Pour les produits vaisselle, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une demande d'avoir des emballages qui soient bons pour l'environnement. Et là, on peut aussi supposer qu'on est vraiment sur un couple produit-emballage dans le cadre de cette catégorie-là. C'est une des catégories pour lesquelles ce critère est extrêmement important comparé à toutes les autres catégories. Donc on a une sensibilité pour avoir des emballages qui soient bons pour l'environnement, mais également on peut supposer, et notamment si vous vous rappelez le slide précédent, où on avait des produits verts qui étaient plébiscités. Donc on a cette sensibilité environnementale du consommateur sur un couple produit-emballage et on retrouve notre facilité d'ouverture et notre dosage pratique. Et enfin, pour les nettoyants ménagers, on est sur un côté plus facile à ouvrir, hygiénique et pratique à doser, donc plus sur un confort d'utilisation du consommateur, ce qui veut dire que lorsque vous faites de l'éco-conception, eh bien, il faut vraiment conserver les fonctionnalités du produit pour que ça plaise, de l'emballage, pour que ça plaise au consommateur, parce que pour lui, c'est ce qui compte déjà avant tout. C'est son confort d'utilisation, en plus d'avoir un emballage éco-conçu. Alors, on a creusé certaines problématiques qui sont spécifiques à des enjeux d'éco-conception pour les lessives, les nettoyants ménagers. Donc, ce qui nous soucie côté Citeo, c'est d'avoir notamment un emballage qui se trie bien et qui soit bien recyclé. Et donc, je ne sais pas si vous le savez tous, mais voilà, les emballages noirs peuvent sont difficilement reconnaissables en centre de tri et peuvent vraiment perturber le tri et le recyclage. Donc, même s'il y a des solutions qui sont à l'étude. Donc, en fait, nous avons posé la question savoir si il y avait une différence pour le consommateur entre un emballage noir et puis un emballage blanc, et les deux lavant des vêtements noirs. Donc vous voyez que si l'on regarde les résultats dans le détail, on a des résultats qui sont assez peu discriminants quand même. Lorsqu'on demande si la lessive est bonne pour l'environnement, on a une majorité de consommateurs qui va dire non, avec une petite faveur pour la lessive B. Est-ce qu'elle lave bien les textiles noirs et français? Il y a peut-être un petit avantage, mais vraiment dans des proportions assez faibles pour le flacon noir. Est-ce qu'il lave bien les textiles délicats? Donc vous voyez que c'est plutôt le B. Et puis lave bien tous les textiles. On est sur des résultats qui sont assez peu discriminants. Donc ce que l'on peut conclure de ce slide, c'est que la couleur, en tout cas du flacon pour un consommateur entre le noir et le blanc, est assez peu discriminante sur ces différents critères. Alors il y a aussi dans le domaine des lessives et des nettoyants ménagers un autre enjeu en termes d'éco-conception, c'est l'enjeu des sleeves, des manchons. Donc on a voulu tester quelle était la perception des consommateurs vis-à-vis de ces manchons-là. C'était une première exploration, sachant que la problématique, je ne sais pas si vous la connaissez tous, c'est une problématique en centre de tri. C'est que les emballages sont pas forcément reconnus en centre de tri et qu'il y a des résines qui, de ce fait-là, des flacons qui sont pas forcément recyclés parce que ça pose un problème de reconnaissance avec ce manchon sur la bouteille. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que on a un emballage qui est de manière avec une opinion assez globale assez positive, puisqu'on est à 58% de consommateurs qui trouvent que on a un emballage qui est plutôt bon, voire très bon, excellent, et c'est essentiellement sur des critères d'esthétique.
Vous voyez, la moitié des consommateurs estiment que c'est parce que l'emballage est joli, esthétique, qu'il est riche en couleurs, et pour son critère naturel. Alors là, c'est probablement lié au visuel de l'étiquette. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on leur a demandé si les consommateurs avaient perçu finalement le manchon. Et eh bien, à la base, il y avait un consommateur sur deux qui n'avait pas vu que c'était une étiquette. Et lorsqu'on leur a un peu voilà mis le nez dessus, hein, il y a 2 tiers qui ont vu qu'il y avait une étiquette par-dessus la bouteille, mais il y a toujours un tiers des consommateurs qui ne l'ont pas vu. Donc ça, effectivement, c'est important pour en termes d'enjeux d'éco-conception. Il y a des réflexions sur les questions de séparabilité. Et ce que l'on voit là, c'est que déjà, avant toute chose, il faudrait qu'on ait un consommateur qui prenne conscience que c'est une étiquette. On a testé la même chose. Alors, juste pour finir sur les lessives, hein, la perception environnementale de l'emballage, elle est plutôt faible, hein, voire très faible. On revient probablement sur l'image du plastique, sachant qu'on a un consommateur sur deux qui pense que cet emballage est recyclable. Donc là aussi, il y a des doutes sur les questions de recyclabilité des emballages. On a testé exactement la même chose dans le domaine des nettoyants ménagers et on peut dire qu'on est quasiment sur les mêmes résultats alors que ce sont des consommateurs qui sont différents, hein, qui ont été interrogés. Ils n'ont pas été interrogés d'abord sur les lessives et ensuite sur les nettoyants ménagers. Et donc on retrouve un emballage qui a une perception peut-être un peu moins bonne d'ailleurs que la perception des lessives, et toujours pour des questions d'esthétique. On a les mêmes proportions de consommateurs qui n'ont pas vu qu'il y avait une étiquette sur la bouteille, ils sont 1 sur 2. Et dans le cadre de l'enquête, une fois qu'on en a parlé, ils sont 6 sur 10, donc des proportions assez similaires aux lessives. Et enfin, on a une perception qui est négative, hein, par rapport à ce type d'emballage, avec des doutes toujours pour 1 consommateur sur 2 sur la recyclabilité. Donc voilà les enjeux d'éco-conception qu'on a voulu creuser dans le cadre de vos catégories et qui sont des enjeux d'éco-conception. Alors pour finir sur cette présentation, nous avons demandé au consommateur s'il avait vu des évolutions par rapport à ces emballages dans vos différentes catégories, s'il avait vu une prise en compte de la dimension environnementale. Et donc ce sont les résultats que nous allons voir ici. Est-ce qu'il a changé, par exemple, de comportement ou d'habitude de consommation avec l'arrivée de nouveaux emballages? Donc là, la réponse à cette première question est plutôt non, hein, puisqu'on n'a que 14% des consommateurs qui ont changé leurs habitudes d'achat. Par contre, dans vos catégories, on a une proportion qui est si l'on compare à d'autres catégories, hein, assez importantes de consommateurs qui ont vu des évolutions des emballages pour prendre en considération les problèmes liés à l'environnement. Alors je rappelle quand même que nous sommes ici sur de la perception consommateur. Ça ne veut pas dire que toutes les évolutions qu'il observe sont vraiment des évolutions environnementales ou qu'elles sont positives pour l'environnement. Mais en tout cas, parce qu'on a un consommateur qui n'est pas forcément expert, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas, il y a quand même il y a 3 consommateurs sur 10 qui ont vu des évolutions. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu comme évolution? Déjà, ils les ont vues davantage dans les lessives que dans les produits vaisselle, hein, qui sont vraiment où il y a vraiment très peu d'observations, et dans les nettoyants ménagers, mais vraiment plus fortement dans les lessives où ils ont changé leur comportement d'achat. Donc, on peut voir aussi qu'il y a eu des évolutions au niveau des emballages et finalement, quand on a des emballages qui deviennent des standards de marché, on a des consommateurs qui changent leur comportement. On retrouve les lessives en tête des catégories pour lesquelles on a un consommateur qui a constaté des évolutions positives dans le domaine de l'environnement. 42% des consommateurs. Vous allez voir ce que cela représente comparé à l'ensemble des 34 catégories de l'étude. Mais voilà, on a un peu des lessives champions de la catégorie dans ce domaine-là. Et également des nettoyants ménagers en seconde position, puisqu'on a 1/4 des consommateurs qui ont vu des évolutions. Alors de manière un peu pas très affirmée quand même, on est sur du oui plutôt, hein. Et puis dans les produits vaisselle, on a assez peu d'évolutions observées. Alors, quelles sont les évolutions qu'ont observé les consommateurs? Alors, dans les lessives, vous voyez,
de manière statistique, on ne peut pas considérer que les produits que vous avez à l'écran soient significatifs dans les citations. La seule catégorie, et je l'ai déjà cité, pour lesquelles on a vraiment un produit qui se détache par rapport aux autres, c'est dans les gels douche. Mais globalement, on a assez peu de catégories de produits qui se détachent en réponse à ces questions-là. C'est juste qu'on a un consommateur qui a un peu de mal à désigner des produits. Par contre, il a une idée un peu plus précise de ce pourquoi il va les désigner. Donc là, vous voyez, on retrouve le côté plus de recharge, plus de petits emballages, des produits concentrés dans les emballages plus petits. Donc là, on est sur un enjeu de réduction de l'emballage d'un point de vue du consommateur. Pour les produits vaisselle, il n'y a pas vraiment eu de produits cités. Par contre, voyez ce que lui estime ce qu'il a observé comme évolution, c'est le fait d'avoir plus d'emballage en papier carton. On retrouve aussi le fait d'avoir un peu moins d'emballage, puisque moins d'emballage pour un produit concentré, plus de produits verts. Et plus de produits hydrosolubles, donc ça fait référence aux petites pastilles. Et dans les nettoyants ménagers, on retrouve encore le côté concentration, d'avoir des emballages plus petits, d'avoir des recharges, avec le côté recyclable qui a été cité par les consommateurs. Donc on est vraiment autour d'une réduction des emballages, avec aussi l'emploi du papier carton pour les vaisselles, mais en tendance de fond d'observation du consommateur. Alors si on positionne les trois catégories par rapport à l'ensemble des catégories étudiées dans le cadre de cette étude-là, vous voyez qu'on est quand même plutôt sur la première moitié au niveau des résultats, avec les lessives qui sont numéro 1 en termes d'évolution et d'observation des évolutions. Si on regarde le numéro 2 que sont les déodorants, et si l'on considère la proportion de consommateurs qui sont exprimés de manière très affirmative, ça mettrait les déodorants devant les lessives. Mais toujours est-il qu'on a quand même des observations lorsqu'on regarde les autres catégories où on a quand même des pourcentages beaucoup plus faibles. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces catégories, les entreprises n'ont rien fait. C'est juste qu'on a un consommateur qui ne voit pas toujours les actions en termes d'éco-conception, parce que si on prend catégorie par catégorie, on a quasiment la totalité des catégories pour lesquelles il y a eu des efforts d'éco-conception qui ont été faits. Simplement, ce qu'il faut, sauf si les produits deviennent des standards de marché, donc là il y a des évolutions qui sont vraiment perçues. On parlait des lessives, les déodorants c'est également le cas, avec les déodorants compressés qui ont pris une part de marché assez importante. Mais c'est aussi le fait qu'il faut leur dire. Et ce que vous avez pu constater, c'est qu'il faut leur dire en des termes assez simples, parce que sinon vous allez perdre le consommateur. Mais effectivement, il faut l'éduquer, il faut faire de la pédagogie, il faut profiter du off-pack pour expliquer ce qui a été fait. On a un consommateur qui a besoin qu'on lui dise ce qui est fait, parce que lui-même n'est pas expert. Il va acheter son produit et il va pas forcément voir toutes les évolutions et tous les efforts des entreprises qui sont réalisés dans ce domaine. Donc voilà, si l'on résume un peu les enseignements clés, donc déjà on a un consommateur dont la perception est guidée par ce qu'il voit, avec un vert qui est plébiscité pour l'entretien de la maison, mais avec aussi le transparent et le blanc, avec la recyclabilité qui est le premier critère, et qui par ailleurs est plébiscité aussi en tant que mention par le consommateur, qui lui maîtrise assez peu d'allégations. On a vu qu'il maîtrise vraiment un petit nombre de notions environnementales, et des opinions très contrastées sur les matériaux. Le verre et le papier carton qui remportent vraiment l'adhésion des consommateurs, mais des consommateurs beaucoup plus partagés en ce qui concerne le plastique et le métal, avec un enjeu de réduction qui émerge chez le consommateur. On le voit notamment sur les évolutions observées par lui. Et puis, ce qui veut dire qu'un emballage doit aussi privilégier la fonctionnalité, parce que ce que demande un consommateur avant tout, c'est d'avoir un emballage pratique, et ensuite éco-conçu, et qu'enfin, il faut les efforts d'éco-conception ne sont perçus que lorsqu'on a des standards au marché ou lorsqu'on a un consommateur qui a été exposé à une campagne de communication, comme c'est par exemple le cas pour les déodorants.
Donc, à partir de cela, on a un certain nombre de préconisations que j'ai évoquées dans le cadre de cette présentation. C'est déconcevoir les emballages, surtout en gardant les fonctionnalités, voire en les améliorant. Et là, vous avez vraiment le combo gagnant. C'est exactement ce qui s'est passé, notamment lorsqu'il y a eu de l'éco-conception dans les déodorants, puisque le produit est resté concentré, mais aussi dans vos catégories. On a un produit concentré, mais dans un emballage plus petit. Donc, allégez vos emballages. Vous voyez qu'il y a une demande des consommateurs. Faites vos emballages des emballages recyclables. Là, on a un certain nombre d'outils aussi pour vous aider. Concernant l'impact environnemental de l'emballage, on ne dit pas qu'il faut prendre tel ou tel matériau. Il faut que vous le choisissiez en tenant compte des différents impacts, en tenant compte de votre politique RSE. Favoriser aussi l'intégration de matières premières recyclées, même s'il va falloir expliquer au consommateur quels sont les bénéfices et que lui ne voit pas toujours l'économie circulaire. Parlez-lui surtout avec des termes qui soient clairs, qui soient compréhensibles. On voit qu'il maîtrise assez peu de notions. Sur les emballages, il ne faut pas multiplier les messages. Il est un peu perdu dès lors qu'il y a une multiplication de messages ou de logos. Surtout, communiquez sur vos actions d'éco-conception. Dites-le lorsque vous faites des choses. Dites-le si votre emballage est recyclable. Et enfin, nous déconseillons d'utiliser le terme biodégradable. Alors voilà pour les principaux résultats. Je vais répondre à la question qui a été posée, qui est: est-ce que votre étude montre si l'item du respect de l'environnement a une influence sur l'acte d'achat du consommateur? Alors, on a une demande du consommateur pour avoir un emballage qui est respectueux de l'environnement. Mais avant toute chose, on a un consommateur qui va être attentif à son produit, au fait qu'il y ait du goût, au fait que le prix soit raisonnable, à la composition du produit. Voilà. Donc on a là où c'est assez compliqué, c'est qu'on a un consommateur qui est en situation d'achat, va être très attentif à son produit avant toute chose, il faut le dire, et mais qui a une demande environnementale. Donc en fait, lui, ce sont pas les critères qu'il va vous citer en premier, clairement. Par contre, il compte bien sur les entreprises pour prendre en charge la dimension environnementale, et il n'a pas forcément envie d'y penser lorsqu'il achète un produit. Il n'a pas forcément envie de penser au fait que l'emballage respecte l'environnement. Lui, il voudrait que ça soit fait, et il y a une grosse demande de la part des entreprises. Vous avez vu à un moment donné que j'ai cité le fait qu'il y ait une marque qui soit garante finalement du respect de l'environnement de l'emballage. On le voit dans quelques catégories de manière beaucoup plus prégnante, notamment aussi dans l'alimentaire. On a des consommateurs qui attendent que les marques prennent en charge la dimension environnementale, et du coup, c'est pas forcément ce qu'ils vont vous citer dans les principaux critères d'achat. Eux, ils vont vous citer le produit qu'ils achètent, ce qui est assez logique, mais ils attendent aussi que les entreprises fassent le travail. Et on l'a de manière assez marquée. Je veux vous citer une étude qu'on est en train de sortir sur l'emballage dans le domaine du luxe, où on a des consommateurs qui très clairement nous disent qu'ils attendent que les entreprises fassent le travail pour, et là je cite, libérer leur charge mentale. Donc, dans les critères d'achat, la dimension environnementale, même si elle joue, ne sera jamais la dimension principale, ce qui est assez logique lorsque vous allez faire vos courses. Vous n'allez pas vous allez privilégier votre produit d'abord, mais il faut surtout pas négliger le fait qu'il y a des attentes environnementales de la part des consommateurs. Sauf que eux, ils estiment que c'est un peu à vous, entreprise, de faire le travail et de les transformer en consommateurs. Ensuite, lui, il va agir au moment de son geste de tri. D'ailleurs, c'est là aussi qu'il voit s'il estime qu'il y a beaucoup d'emballage ou pas. Mais voilà, on est sur une dimension environnementale qui n'est pas toujours citée dans le cadre des critères d'achat du consommateur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors évidemment, vous pouvez, s'il y en a qui vous viennent à l'esprit après, il n'y a aucun problème, vous pourrez me contacter pour me demander des compléments d'information. Je vais remettre une synthèse de ce support je vais vous remettre une synthèse du support de présentation. Et puis, si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent à l'esprit, il n'y a aucun souci, vous pourrez me contacter. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Eh bien, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Le prochain sera consacré à l'épicerie. Et merci beaucoup, et en espérant voilà, vous avoir de nouveau sur d'autres sujets et d'autres webinaires. Merci et à bientôt.